Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Repères de mémoire. Aujourd'hui, nous aborderons deux sujets totalement différents, mais qui, vous allez le constater, peuvent se traiter à partir d'un même endroit. En effet, nous nous retrouverons dans un local situé derrière le centre d'information Côme-Saint-Germain sur la rue des Écoles à Drummondville. C'est là, en effet, que nous allons trouver les moyens, les éléments qui vont nous permettre de voir comment Drummondville assurera sa diversification industrielle. C'est là également que Brenda Lee Leblanc va nous présenter sa chronique « La meilleure histoire, c'est la vôtre » et va enchaîner en nous faisant faire le tour du propriétaire. C'est là finalement que nous pourrons tracer un bref historique d'une institution qui est totalement vouée à la conservation des repères de mémoire. Mais trêve de mystère, allons visiter ce merveilleux endroit. Nous sommes présentement dans les locaux de la Société d'histoire de Drummondville et c'est le meilleur endroit, je pense, pour vous faire pratiquement toucher du doigt ce que la collection de photographies anciennes de la Société d'histoire nous permet de faire et surtout nous permet d'apprendre. Dans les émissions précédentes, nous avons dit que Drummondville, à cause de l'arrivée massive d'entreprises de textiles, donc que Drummondville a eu le surnom de ville de la soie. Ce surnom, il va le porter pendant plusieurs années. Mais dès les années 30, en fait, de nouvelles industries vont venir s'installer à Drummondville qui vont faire une sorte de diversification et qui vont faire que le surnom de ville de la soie va devenir de plus en plus impropre pour désigner Drummondville. Inutile de penser faire le relevé de toutes ces industries des années 30 et des années 40, mais je pense, et dans ce fouillis qui est devant moi, c'est un peu beaucoup ce que j'ai pu retenir, je pense qu'on peut pointer du doigt certaines entreprises plutôt que d'essayer de toutes les énumérer. Et il y a une entreprise qui est marquante en termes de diversification et qu'on qualifierait volontiers aujourd'hui d'entreprise de haute technologie, c'est la Canadian Marconi. La Canadian Marconi qui, à partir de 1926, va opérer, et on le voit très bien sur cette photographie, va opérer un système de télécommunication à l'aide de 8 tours d'une centaine de mètres de hauteur, 8 tours qui vont permettre de faire de la transmission, diffuser les messages directement d'ici de Drummondville jusqu'à Melbourne en Australie. Donc la Marconi, ici peut-être une autre vue des installations, c'est une photo des émetteurs en fait. Voilà donc en ce qui concerne la Canadian Marconi qui va s'installer, j'ai oublié de le mentionner, mais qui va s'installer sur les lieux mêmes où était située la poudrerie de la Aetna Chemical qui, on le sait maintenant, est disparue autour des années 1919 à la suite de quelques explosions, dont une qui avait été assez catastrophique d'ailleurs, mais surtout et d'abord et avant tout à cause de la fin de la Première Guerre mondiale. En 1930, très précisément, c'est la Denison Manufacturing Company qui va venir s'installer à Drummondville. La Denison, qui est une entreprise qui fabrique du papier, en fait, du papier de qualité pour des emballages cadeaux, du papier, ce qu'on appelait quand on était jeune, les plus anciens parmi nous s'en souviendront, ce qu'on appelait le papier crêpé, des trucs semblables, des étiquettes de Noël, des étiquettes d'adresse, toutes sortes de papiers bien, si on veut, bien travaillés, finement travaillés, des serviettes de table, en fait, tout ce qui sert à décorer une vie en termes de papier. Eh bien, la Denison va venir s'installer précisément au coin, à l'intersection de la rue Saint-Georges et de la rue Hébert, soit face à la fonderie Gosselin. La Denison s'installe sur un terrain qui avait d'abord été occupé par la Walsh Plate and Structural Works, qui a fermé ses portes en 1927. De la Denison, on passe à une autre entreprise qui est arrivée en 1930. Eh bien, c'est une entreprise qui, sur la rue Lindsay, au coin de la rue Saint-François, qui aujourd'hui s'appelle la rue Tessier, c'est la Old Palette Rubber. La Old Palette Rubber, quand je dis qu'il y a quelque chose qui va plaire aux anciens, vous vous souviendrez que pendant des années, on voyait cette immense face de chat, la Cat Spa, la Old Palette Rubber qui fabriquait justement des semelles de caoutchouc et des talons de caoutchouc pour les chaussures.
Une autre entreprise qui, bon, autour des années 30, est une entreprise vraiment d'origine drummondvilloise, alors que les deux précédentes étaient d'origine américaine. Il s'agit de la Eastern Paper Box. La Eastern Paper Box, qui est une entreprise qui a été mise sur pied par M. Léo Surprenant et qui avait pignon sur rue d'abord à l'intersection du boulevard Saint-Joseph et de la rue Saint-Pierre. Cette entreprise, donc la Eastern Paper Box, fabrique, comme son nom l'indique, des boîtes de papier, des boîtes de carton plutôt, et bon, va opérer pendant quelques années à cet endroit. Et va bientôt déménager au début des années 40, un peu plus vers le sud-est, c'est-à-dire en remontant le boulevard Saint-Joseph, cette fois à l'intersection de la rue Saint-Georges. Et là, on a une très belle photo qui nous montre l'usine de la famille Surprenant, la Eastern Paper Box. Enfin, dans cette courte nomenclature des industries des années 30 aux années 50, on ne peut évidemment passer sous silence la venue ici, en 1931, de la Eagle Pencil. La Eagle Pencil, comme compagnie d'origine américaine, va s'installer à l'intersection de la rue Saint-Jean et de la rue des Écoles, carrément derrière le bureau de poste et le bureau de douane actuel. Alors la Eagle Pencil, donc, va s'installer là, dans une usine désaffectée qui avait déjà été occupée par la Drummond Shirt Manufacturing Company, par la H.W. Gossard Company, une manufacture de corsets. Et encore une fois, je fais appel à la mémoire des plus anciens parmi nous. Vous allez vous souvenir, dans les volumes de géographie, on parlait de Drummondville et on disait, et ça, ce que je vous dis là, c'est autour des années 45, on parlait de Drummondville et on disait Drummondville, 4000 habitants, hauts fourneaux et manufacture de corsets. Les hauts fourneaux, ben, il s'agissait bien sûr des Forge McDougall, dont on a parlé antérieurement, et qui en 1945 étaient depuis belle lurette disparus de la circulation, de même que la H.W. Gossard Company, manufacture de corsets, ben, c'était à mettre dans les souvenirs. Une toute dernière entreprise qui, elle, est beaucoup plus récente par rapport aux autres, c'est-à-dire à la fin des années 40, en fait en 1948, c'est la Sylvania. Sylvania, une compagnie américaine, qui va venir s'installer à Drummondville et qui fabrique bien sûr des lampes fluorescentes. On connaît bien la Sylvania aujourd'hui. Au tout début, la Sylvania est venue s'installer très temporairement dans un local au-dessus d'une coopérative, la Fraternelle. Les gens de Saint-Joseph se souviendront très bien de la Fraternelle, qui est aujourd'hui une succursale de la Société des alcools sur la rue Saint-Marcel. Pour ensuite déménager ses pénates dans une bâtisse industrielle qui est sur la rue Hériote et face carrément à la rue Saint-Édouard. Quelqu'un qui s'aviserait de passer tout droit à l'intersection Saint-Édouard et Hériote se retrouverait carrément dans la Sylvania ou dans l'ancienne Sylvania. Donc la Sylvania va occuper quelques années cet endroit pour par la suite ériger, construire son usine actuelle que l'on sait être située le long de la rue Marchand et aussi le long de la voie ferrée du Canadien national. Alors la Sylvania est en fait une dernière en ligne dans ce que j'ai ici comme documentation. J'en aurai d'autres, mais bon, pour l'instant, disons que ça peut faire. D'ailleurs, ben justement, vous tombez pile. Voici que nous arrive Mme Brenda Lee Leblanc, l'archiviste de la Société d'histoire, et à qui je vais demander, tout bêtement et tout naturellement, de jouer son rôle d'archiviste et de peut-être m'aider à mettre de l'ordre dans ce joyeux fouillis. Et bon, ben, ça nous permettra de discourir un peu plus dans une meilleure ambiance. Alors, on va peut-être commencer à défaire ça. Je sais que vous parviendrez sans doute à me repérer dans tout ça. Ah ben oui, bien sûr. Mais bon, cela étant dit, les cotes sont pour vous ce qu'elles ne sont pas pour moi, et donc à partir de ce moment-là, ça peut être... Bon, mais de toute façon, écoutez, on va, au lieu de tout faire ça devant tout le monde, de faire notre ménage devant tout le monde, on peut tout simplement demander à la régie de passer, ça tombe pile encore une fois, de passer votre chronique, que l'on connaît maintenant. Bon, notre chronique, la meilleure histoire, c'est la vôtre. Et bon, ben, pendant la chronique, nous, on pourra faire le ménage, ramasser nos pénates, et bon, tout ranger en conséquence. Ça vous va? Ça me va. Parfait. Bonjour. À la meilleure histoire, c'est la vôtre cette semaine.
l'inventaire. Vous pouvez peut-être vous demander pourquoi faire un inventaire de nos biens patrimoniaux. Bien, une des premières raisons, ce serait pour établir la valeur marchande de ces objets. Mais une autre excellente raison est qu'un inventaire peut être le point de départ d'une recherche familiale. Alors, vous pouvez faire établir votre inventaire et par la suite continuer l'histoire de votre famille. Alors, les étapes d'un inventaire. Naturellement, ça prend une grande surface, une grande table, un ruban à mesurer souple ou un ruban de couturière, des fiches d'inventaire, un crayon de plomb, s'il vous plaît, pas de stylo, une gomme à effacer, un petit linge pour dépoussiérer, des gants de coton, une loupe et un appareil photo. Pourquoi un appareil photo? Bien, tout le monde connaît l'adage « une image vaut 1000 mots » et un inventaire photographique est facile, rapide, mais il est un peu plus cher. Concernant la fiche d'inventaire maintenant, pour réaliser cet inventaire-là de façon écrite. Alors, comme vous voyez à l'écran, la fiche d'inventaire est celle du Musée de la Civilisation. On y retrouve le nom de l'objet, la fonction ou l'usage de cet objet, les inscriptions qu'on peut retrouver, le nom du fabricant ou de l'auteur, l'année de la fabrication, les dimensions, les remarques sur l'état de l'objet. C'est très important de noter dans quel état se trouve votre objet. L'historique de l'objet. Alors, quand je vous parlais de l'assiette, de la vaisselle de ma grand-mère, la petite anecdote pourrait se retrouver à cet endroit-là. Et finalement, l'identification du propriétaire. Alors, on a réalisé notre inventaire. La prochaine étape, l'enquête orale. C'est ce que nous verrons lors de la prochaine chronique. De 1931 à 1951, la population de Drummondville doublera, passant de quelques 7 000 à 14 000 habitants. Quadrillé de nouvelles rues, le quartier Sainte-Thérèse se développera, influencé par la crise économique des années 30 qui sera à la fois frein et accélérateur de son élan. Frein parce qu'elle obligera à procéder par étapes. Accélérateur parce que le chômage qu'elle induira devra être combattu par la réalisation de travaux divers. Quoi qu'il en soit, à la fin des années 40, le quartier Sainte-Thérèse sera bien développé. Pendant cette même période 1931-1951, prolongeant la ville en direction est, sud et ouest, l'agglomération verra quant à elle sa population tripler et atteindre 34 000 habitants. Au cours de ces 20 années, on parlera beaucoup d'annexion. Mais seuls le village Saint-Pierre et le quartier Ferland se joindront à la ville en 1938. Après avoir jonglé à quelques reprises avec la possibilité d'en faire autant, les villages de Saint-Joseph et de Saint-Simon préféreront finalement garder leur indépendance et deviendront eux-mêmes villes en 1937. 5 ans plus tard, soit en 1942, les résidents d'un secteur de la municipalité de Grantham obtiendront que leur territoire forme la municipalité de Saint-Jean-Baptiste. S'étant d'abord détaché de Grantham-Ouest en 1941, le village de Saint-Félix, quant à lui, deviendra Drummondville-Ouest en 1947. À travers la ville, les plus fréquentées des anciennes rues seront pavées de béton sur toute leur largeur, les autres étant recouvertes de ciment asphaltique, comme l'on dira alors. De toutes ces rues, le cheval disparaîtra graduellement, détrôné qu'il sera par l'automobile et le camion de livraison, lesquels, à la toute fin de 1948, auront désormais à composer avec les premiers feux de circulation. Au domaine des transports publics, un service d'autobus desservant Saint-Joseph, Saint-Simon et Saint-Pierre sera inauguré en septembre 1937, alors que la liaison avec Montréal pourra être établie en 1945.
Là, on aura moins de succès, cependant, au chapitre des liaisons aériennes intervilles, que l'on cherchera à quelques reprises à mettre en opération. En effet, le service promis en 1938 entre Trois-Rivières, Drummondville et Sherbrooke fera long feu. Tout comme l'idée en 1943 de relier Drummondville, Victoriaville, Trois-Rivières, Sherbrooke, Montréal par un service d'hélicoptères. Après avoir lorgné du côté du 4e rang pour installer pistes et hangars, on parviendra enfin en 1947 à implanter un aéroport dans la municipalité de Saint-Nicéphore. L'avion évoquant parfois le service postal, profitons-en pour rappeler que c'est en 1942 que le gouvernement canadien frappera un timbre de poste aérienne illustrant Drummondville. Et précisons de plus que c'est respectivement en 1938 et en 1946 que sera établi le service de livraison de la poste à domicile à Drummondville, puis à Saint-Joseph. Par ailleurs, l'hôtel de ville, que plusieurs attendaient depuis longtemps, sera enfin construit sur la rue Lindsay et inauguré à l'été de 1939, alors que 10 ans plus tard s'élèvera celui de Saint-Joseph. Et presque en face de l'hôtel de ville de la rue Lindsay, la compagnie de téléphone, qui venait de lancer le service de téléphone à cadran, emménagera dans de nouveaux locaux. De son côté, la Southern Canada Power, qui menait allègrement son petit bonhomme de chemin et qui, manifestement, n'avait pas abandonné son intention de dompter les Rapid Spicer, ramènera au moins à 2 reprises sur le tapis, soit en 1930 et en 1948, mais chaque fois sans y donner suite, son idée d'y construire un 3e barrage. Enfin, au tout début de l'année 1946, un ambitieux projet de centre civique sera mis de l'avant. Il prévoit d'une part la construction le long du boulevard Saint-Joseph, entre les rues Saint-Georges et Cockburn, d'un stade de 12 000 places, abritant sous ses estrades un marché public. Et d'autre part, la construction sur la rue Cockburn d'ateliers et de garages municipaux, ainsi que d'un aréna de 7 000 sièges, avec salles pouvant accueillir des expositions de toutes sortes. Ce projet verra effectivement le jour dans la seconde moitié du XXe siècle, mais il ne sera réalisé que par étapes et perdra en cours de route beaucoup de ses ambitions initiales. Nous venons de rappeler en une quinzaine de minutes certains éléments de l'évolution de Drummondville tout au long des années 1930 à 1950. Or, l'essentiel des références utilisées pour ce faire a été glané à la Société d'histoire de Drummondville, où nous sommes présentement, laquelle dispose de ressources importantes pour faciliter les recherches historiques. Une richesse documentaire que pourtant certains méconnaissent encore. Aussi, avant de quitter les lieux, vaut-il sans doute la peine de profiter de notre présence ici pour laisser Mme Brenda Lee Leblanc, archiviste à la Société, nous faire le tour du propriétaire. Vous connaissez sûrement la Société d'histoire de Drummondville pour ses nombreux cahiers historiques. Nous avons produit 26 cahiers historiques depuis les années 80 environ. Nous produisons aussi la chronique Le Grenier de nos mémoires qui se trouve à chaque semaine dans le journal La Parole. Mais la Société d'histoire de Drummondville, c'est aussi un centre d'archives. Depuis 1957, nous recueillons vos documents et en constituant des fonds. Un fonds d'archives est constitué de documents qui sont amassés par les familles ou par des entreprises, des institutions. Et ces documents, à la fin de leur vie, les gens, au lieu de les jeter à la poubelle, ont la gentillesse de les amener ici. Alors, nous prenons bien soin de leurs archives en les classant et en les conservant, comme vous pouvez voir, dans les boîtes. Au début, nous n'avions pas énormément de fonds, mais on peut dire qu'avec les années, nous avons de plus en plus de documents qui s'accumulent. Nous avons environ 80 fonds. Presque tous ces fonds sont traités, sauf quelques-uns que je vais vous montrer à l'instant. Toutes ces boîtes font partie du fonds de la Chambre de commerce.
Alors, on peut trouver des documents de toute nature, des photographies, des contrats de mariage, des volumes, des vidéocassettes, audiocassettes. On peut trouver de tout. Concernant les photographies, nous en avons plus de 30 000. Elles sont toutes juste ici. Mais de toutes nos archives à la Société d'histoire, il y en a une sorte en particulier que les gens préfèrent. Ce sont les journaux. Nous avons les journaux de La Parole et de l'Express depuis leur début, entre autres pour La Parole depuis 1926, et les gens adorent regarder ces anciens journaux où ils peuvent voir les prix de ces temps-là, le prix de toutes sortes de denrées assez particuliers. Allons voir. Ah, M. Fournier, on peut vous déranger? On peut voir que La Parole était beaucoup plus grande à l'époque. D'ailleurs, on peut faire une petite comparaison. Alors, on peut voir que la dimension était presque le double de ce qu'elle est maintenant. On vous laisse travailler? Aucun problème. C'était un très rapide tour de notre centre d'archives. Maintenant, on passe la parole à M. Jocelyn Fournier qui nous a préparé un petit historique de notre société. C'est en mars 1961 que la Société historique de Drummondville sera officiellement créée, alors qu'elle reçoit la charte qui définit son champ d'activité. Dès ce moment, les membres se mettent au travail et tentent de faire mousser certains dossiers qui leur tiennent déjà à cœur, dont l'un est de faire classer la maison Trent comme monument historique par le gouvernement provincial, et cela dans le but d'en faire un musée. Mais malheureusement, ce projet n'aura pas de suite immédiate, et d'autres, tout simplement, tourneront court. Ne se laissant pas décourager, les dirigeants de la Société participeront de plein droit à l'organisation des fêtes destinées à célébrer le 150e anniversaire de fondation de Drummondville en 1965. Mais par la suite, l'ardeur tombera quelque peu. Pour un temps, la Chambre de commerce prendra en main les destinées de la Société. Elle mettra sur pied un comité historique et touristique qui, lui, amorcera mais surtout mènera à bon terme de nombreux projets, dont en tout premier lieu, celui de la réalisation d'un musée historique à la maison Trent. Ça a donné la chance à la Société historique de se trouver une vocation, parce qu'il n'y a rien de pire que de défendre des dossiers lorsqu'on voit qu'il n'y a absolument rien qui se réalise. Là, il y avait une chose concrète à réaliser, qui était le manoir Trent, son ameublement, et nous avons reçu la bénédiction des travaux publics du gouvernement du Québec en vue de remeubler d'époque ce manoir, de même que de faire un environnement propice au manoir. Ceci a permis la création d'un bottin à la fois historique et touristique. Ceci a permis l'apparition d'une foule de volumes à partir du manoir Trent qui sont mis en place graduellement. Et ça a permis, d'un autre côté, la réapparition de la Société historique de Drummondville dans les années 80. Effectivement, comme l'a souligné M. Verrier, la Société d'histoire s'est depuis lors trouvé une vocation, et ses nombreuses réalisations, que ce soit au sein ou hors de la Chambre de commerce, dont elle s'est détachée depuis, en sont la preuve évidente. En effet, profitant des divers programmes gouvernementaux favorisant l'engagement d'employés occasionnels, la Société publiera des cahiers historiques, fera indexer le contenu des revues et journaux qu'elle possède, procédera au classement de photos et organisera diverses activités reliées à l'histoire de Drummondville et de sa région immédiate. Grâce aussi à une subvention annuelle de fonctionnement qu'elle reçoit depuis plusieurs années de la ville de Drummondville, qui lui fournit un local à l'arrière du centre Côme-Saint-Germain et qui lui permet d'avoir une personne attachée de façon permanente à sa bonne marche quotidienne, la Société d'histoire de Drummondville possède aujourd'hui un carnet de route bien chargé
dont il vaut la peine ici de donner un aperçu. La Société d'histoire de Drummondville est une institution désormais bien implantée dans le milieu. On sait maintenant qu'elle possède des fonds d'archives riches et variés. On sait également qu'elle fait la promotion et la conservation du patrimoine, ce terme devant d'ailleurs être entendu dans son sens le plus large. On sait aussi qu'elle est l'initiatrice d'une foule de projets de recherche, d'animation et d'interprétation historique. On sait aussi qu'elle peut bénéficier des services d'une archiviste compétente qui assure également la permanence du local et qui permet à tout un chacun de venir se renseigner. Enfin, rappelons que c'est elle qui est à l'origine de la présente série Repères de mémoire. Et à ce seul titre, la Société d'histoire de Drummondville méritait amplement les quelques minutes que nous lui avons consacrées et qui, nous l'espérons, vous inciteront à fréquenter son centre d'archives qui vous est ouvert tout à fait gratuitement. La semaine prochaine, nous aurons une émission fort intéressante intitulée « Quand le textile règle les vies ». Nous y accueillerons en effet, entre autres, des anciens employés de textile, des employés de la Célanise, qui, attablés dans une taverne autour d'une bonne bière, nous raconteront ce qu'était leur quotidien dans les années 50. Soyez des nôtres à cette prochaine émission de Repères de mémoire.